Salut la compagnie, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un point lecture dédié au Cold Winter Challenge, qui est un challenge littéraire dans lequel on doit lire des livres qui correspondent à différentes catégories. Il se termine fin février et j'ai encore tout ça à lire, donc je suis un peu dans le caca, mais c'est pas grave. J'ai déjà fait 5 lectures par rapport à ce challenge et je voulais vous en parler parce qu'il y a un petit peu de tout. Il y a de la romance, il y a du contemporain, il y a de la SFFF, de l'historique, voilà, il y a un petit peu de tout. Donc j'espère que ce petit point lecture va vous plaire et que je vais réussir à me souvenir de quoi parler tous ces romans. Alors on va commencer tout de suite avec le premier que j'ai lu dans le cadre du challenge. Pour la catégorie, permettez juste que je regarde. C'était Under the Mistletoe. Dans la catégorie magie de Noël, il fallait lire un roman qui soit une romance de Noël, soit un feel-good qui se passe durant Noël. Donc moi, j'avais rien qui se passait pendant la période de Noël. J'ai donc décidé tout bêtement de prendre une romance, la première qui me venait dans ma bibliothèque. Et il s'agissait de Dominant Boss de Chloé Wilcox. Alors, apprends-moi, hein, teach me, voilà, on est dans un contrat SM entre un patron et son employé. Lui, il s'appelle Jardine, elle s'appelle Lake. Elle est étudiante en art. Lui, il est auto-entrepreneur richissime qui a vraiment, grâce à son énorme intellect et à son énorme audace, réussi à gagner très très bien sa vie. Et du coup, il va naître une relation un petit peu déséquilibrée entre les deux. Mais ce qui m'a surtout choquée dans ce roman, en dehors des multiples clichés qu'on peut retrouver dans les romances, c'est le fait que tout soit allé vraiment très très vite. Au bout de quelques regards, quelques paroles échangées, on se retrouve avec deux comparses qui vont se grimper dessus allègrement, et il va naître effectivement un contrat entre eux, parce que monsieur a des pratiques voilà, assez intéressantes. Désolée pour le bruit, c'est juste le chat qui fait le con. Alors, que vous dire? Écoutez, j'ai l'impression quand même que dans la romance, il y a des choses qui me déplaisent en général, c'est quand ça va trop vite, c'est quand il y a peu de profondeur dans le développement des personnages, et ici c'est le cas, même si à la fin effectivement on découvre un passé sombre du personnage masculin et que la petite Lake va venir vraiment l'aider. J'ai trouvé quand même que ça arrive un peu tard, et pour moi, le roman avait perdu beaucoup de sa crédibilité. Donc moi, je pars du principe que pour moi, une romance, il faut qu'il y ait quand même un peu de profondeur. On n'est pas là que pour ça. Alors peut-être, effectivement, des fois, on peut être là que pour ça, mais même en me disant, pars dans un état d'esprit tranquille, pépère, tu vas te détendre le cerveau, même dans cet état d'esprit-là, j'ai trouvé ça un peu léger. Et malgré une très bonne structure du roman, malgré une écriture très plaisante, je n'y ai pas trouvé mon compte. Je vous avoue que dans les histoires d'amour, ce que je préfère, c'est quand il y a quand même des choses qui se passent d'un point de vue plus global, quand on prend son temps, quand on prend le temps de décrire les personnages d'une manière vraiment logique. Quand on... Comment dire? Imaginons un Brandon Sanderson qui écrit de la SFFF, ok? Il a écrit Elantris. Dans Elantris, il y a une des histoires d'amour les plus originales que j'ai vues, voilà, menées en littérature. Et pour moi, ça a été vraiment une découverte. Vous avez aussi les romans de Brittany et Sherry qui sont très bien, notamment sa saga avec The Air, He Breathes. Il y a 4 romans qui parlent des 4 éléments. Dans cette saga-là, je trouve que les personnages masculins notamment sont vraiment très bien développés. C'est une autrice qui arrive à faire basculer vraiment dans un monde contemporain, mais finalement assez réel. En fait, on arrive à se reconnaître dans les personnages. Ici, je vois pas qui arriverait à se reconnaître dans... j'ai dit Siri, super. Euh, donc mon ordinateur est au taquet. En fait, je sais pas qui dans ce roman pourra en fait on va dire se reconnaître dans le personnage de Lake ou encore de Jardin. Donc voilà, si vous avez aimé Fifty Shades of Grey, vous aimerez certainement Dominant Boss, parce que ça se lit très bien, parce que c'est quand même un bon moment passé avec un roman érotique bien sûr. Mais si vous recherchez quand même une lecture avec un peu plus de profondeur, une histoire d'amour originale ou qui ne soit pas bourrée de clichés, bah écoutez, passez votre chemin parce que vous n'allez pas y trouver votre compte. Allez, on passe au suivant. Dans la catégorie raclette, il fallait lire un livre sur la famille, le secret ou les amis. Alors dans cette catégorie-là, et c'est le livre qui m'aura occupé un petit moment, j'ai lu Confiteor de Raume Cabré, qui est un auteur catalan, qui a reçu des prix en fait pour ce roman et... mais alors je comprends complètement pourquoi, parce qu'en fait ici on est dans un contemporain
avec vraiment une temporalité très très riche entre on va dire le présent et le passé. Le présent c'est quoi? C'est la vieillesse d'Adria Ardevol qui raconte en fait toute sa vie en amont, y compris la vie de ses proches, de ses parents. Depuis sa plus tendre enfance qu'il a passée à Barcelone dans les années 50, entouré d'un père et d'une mère aimants, mais qui voyait en lui un grand humaniste ou un grand compositeur, ça c'était du côté de sa mère, enfin un grand violoniste en tout cas. Et le petit Adria est passé complètement à côté de son enfance, enfance qui est représentée par, qui est incarnée par une série de petits personnages on va dire en céramique, qui sont posés sur sa table de chevet, en fait, qui représentent en tout et pour tout son imagination. Le jeune Adria est excessivement intelligent, il est très doué dans les langues, mais en même temps il est vraiment poussé à faire d'importantes études. Donc il a effectivement beaucoup de facilité, mais en même temps, voilà, il passe complètement à côté de son enfance. Il raconte donc tout cela de ses yeux de vieillard qui commence un petit peu à perdre la mémoire. Il va raconter en fait d'où vient la fortune de ses parents. Puisque ses parents n'ont jamais manqué de rien, ils étaient entourés de belles œuvres d'art, ils étaient entourés d'objets d'art, etc. Et on apprend petit à petit que ces objets ont été tout simplement extorqués aux Juifs juste avant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les Juifs étaient en train de se cacher, étaient en train vraiment de sentir que quelque chose ne tournait pas rond et ils devaient absolument se protéger ou en tout cas prendre de l'argent pour fuir. Donc voilà, donc c'est à ce moment-là que vraiment on leur a fait beaucoup de mal, on leur a fait encore plus de mal après. Et, et en fait, la dure réalité, c'est tout simplement que c'est le père d'Adria, Félix, qui est un petit peu l'instigateur de tout ça. Et à travers ces objets, notamment ce violon, mais il y a d'autres objets qui ont une importance énorme dans ce roman, on apprend en fait que, voilà, que c'est un objet qui a été effectivement extorqué à une famille juive. Et on a, ici, l'auteur arrive à parler vraiment de ce qu'il y a de pire dans l'humanité à cette période-là. On va être avec des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il va aussi parler de ce qu'il y a heureusement de meilleur dans l'homme, du juste retour des choses, de l'amitié. Il y a des très belles valeurs aussi qui sont véhiculées dans ce roman, tel l'amour, des amours manqués aussi, dans le contexte effectivement de la guerre entre Adria et Sarah notamment, je crois, si je me rappelle bien de son prénom. Euh, donc voilà, une vie de regret, une vie de... C'est absolument incroyable, c'est vraiment une épopée, c'est une saga que je ne peux même pas décrire avec des mots, tellement c'est puissant par rapport à tout ce qui est arrivé aux Juifs, par rapport à tout ce que... voilà, toute cette innocence de ce garçon, de sa curiosité qui va le pousser effectivement à chercher un petit peu plus loin, au-delà de ce qu'il voit, mais ce qu'il comprend très vite. Je reviens un peu sur ces objets, quand l'auteur va parler justement de ce violon, quand il va parler de ce chiffon aussi, qui m'a complètement... L'histoire de ce chiffon, mais elle est bouleversante, elle est bouleversante quoi. Quand il en parle, on arrive à se poser la question, voilà, ben effectivement, qu'est-ce qu'on laisse derrière soi, qu'est-ce qu'on laisse en héritage, qu'est-ce qu'on laisse aux familles, qu'est-ce qu'on laisse... tout ce que ça représente en fait. Et ce qui est encore plus important que ces objets, ce sont les actions qu'il y a derrière. C'est un roman qui est vraiment très puissant sur l'humanité, sur ce qu'il est capable de faire de pire, de meilleur. Et puis on a aussi son ami Bernat qui fait une chose incroyable par amitié pour Adria lors de ses derniers instants. Mais c'est absolument incroyable. Je vous invite vraiment à lire ce roman, tant il est riche. Si vous aimez la littérature, bien sûr, blanche, si une plume très soignée, très travaillée, très érudite ne vous fait pas peur, même si elle est bourrée d'humour aussi, hein, il y a des moments où on rit. Euh, oui, c'est une saga absolument... moi j'ai été émerveillée par ce roman. La temporalité que met en place l'auteur est bien faite, mais il faut quand même suivre. Il faut quand même essayer de se caler dans les différentes époques. Et voilà, que dire de plus? Ce roman est absolument merveilleux. Si un jour vous tombez dessus, vraiment lisez-le parce que vous allez passer un très très bon moment de lecture. Vous allez peut-être, comme moi qui suis complètement inculte, apprendre énormément sur la musique classique parce qu'on va évoluer quand même dans le milieu musical, hein. Adria, non seulement a de multiples compétences, mais il a aussi réussi à jouer du violon et plutôt pas mal. Donc on a vraiment des
comment dire, c'est une chorale, c'est une chorale, c'est extraordinaire ce roman. Vraiment, j'ai été prise d'affection pour Adria, j'ai été prise d'affection pour ses proches, même pour sa mère. Et ouais, c'était absolument magistral. C'est une œuvre incroyable que je vous invite vraiment à lire. Faut vraiment pas passer à côté de ce livre parce qu'il va vous faire passer un moment dur, mais il va vous faire aussi découvrir beaucoup de choses et vraiment vous ouvrir à un auteur qui mérite d'être lu et qui mérite d'être reconnu. Vous allez passer un très bon moment de lecture, c'est un très bon investissement et je vous conseille vraiment de le lire. Allez, on va continuer avec la lecture suivante, La danse de la fée dragée, où il fallait lire un roman qui parle de rêve, d'univers onirique, de fantaisie ou de fantastique. Et j'ai jeté mon dévolu sur Deborah Harkness, le livre perdu des sortilèges, le tome 1. On est dans un univers donc fantastique, où parmi les humains cohabitent en fait des créatures telles que les démons, les sorcières et les vampires, qui se font tout petits, parce que dès lors qu'ils se réunissent au même endroit ou commencent à se fighter un petit peu, ça réveille les humains en quelque sorte, ils réalisent un petit peu ce qui se passe et il vaut mieux pas, en tout cas, se mettre ou les mettre en danger également. Donc voilà, toutes ces créatures cohabitent gentiment. Parmi ces créatures, il y a Diana Bishop, qui est une chercheuse à l'université, extrêmement douée, une jolie jeune femme, très sportive, très indépendante, etc. Tout ce que vous voulez. Elle fait surtout partie de la grande famille des Bishop, une des premières en fait sorcières. Dont les ancêtres ont été brûlés à Salem, etc. Donc on a vraiment une sorcière assez puissante, on le sait dès le début du roman, qui va emprunter du coup un manuscrit qui s'appelle le Ashmole 782. Elle l'emprunte à la bibliothèque le vendredi pour ses recherches et elle va le rendre le vendredi soir, avant le week-end. Et en fait, ce que la prise en main de ce manuscrit va faire en elle, c'est que ça va réveiller en quelque sorte ses pouvoirs. Il va y avoir quelque chose d'assez magique qui va se produire, qu'elle ne comprend pas sur le coup. Mais ce qu'elle réalise, c'est que tout d'un coup, différentes créatures démoniaques commencent à un petit peu s'amasser autour d'elle et la menacent. Ils veulent quelque chose, ils veulent ce manuscrit et elle sent très très rapidement qu'elle est en danger. Elle va également croiser à la bibliothèque Matthew, un vampire, qui deviendra par la suite son ami, son confident et plus, et qui va l'aider justement, qui va lui faire prendre conscience en fait qu'elle est en danger. Et même si elle n'est pas du tout censée fricoter avec des vampires, elle va tout de même le suivre, lui faisant entièrement confiance, et sera mise à l'abri pendant une petite partie de ce roman, dans un endroit où elle sera, on va dire, en sécurité. Alors, comment vous dire? J'ai trouvé que ce premier tome était très intéressant. Voilà, dès l'amorce, j'ai vraiment été dedans. J'ai bien aimé le personnage de Diana. Un petit peu moins celui de Matthew, que je trouve un peu cliché, du vampire, séduisant, ténébreux, voilà, grand, brun. Enfin bref. Et en tout cas, j'ai bien aimé. Vraiment, ça se lit super vite. C'est vraiment un page-turner, ce roman. Ça se lit vraiment très très vite. Et puis mais par contre j'ai commencé à m'ennuyer un petit peu à la moitié du roman. Je trouve qu'il y a vraiment toute cette partie où elle est mise à l'abri, qui est excessivement ennuyeuse en fait. Donc heureusement que vers la dernière partie de ce premier tome, il va vraiment commencer à se passer quelque chose. Il commence vraiment à interpréter un petit peu ce qu'il y a dans le manuscrit. Et on va essayer aussi, bon, je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vais vraiment vous spoiler, mais en tout cas, ils vont prendre les choses en main, ils vont prendre le taureau par les cornes et ils vont essayer voilà, de continuer à découvrir un petit peu ce qu'il y a dans ce manuscrit. Mais quelles sont les véritables intentions de Matthew? Bah ça, on sait pas, c'est une autre paire de manches. Et est-ce que Diana est totalement en sécurité avec lui? On l'ignore également. Donc voilà, ça peut être intéressant. C'est pour ça que je me suis procuré le tome 2 pour continuer cette saga, qui je crois qu'elle est en 3 tomes, avec peut-être un quatrième tome qui est un petit peu à part. En tout cas, voilà, ça se lit bien, moi je vous le conseille, hein, si vous aimez les histoires de vampires, de sorcières, de démons, etc. Dans un monde un peu contemporain, quoi, un peu à la Charmed. Donc ça peut être vraiment cool. Et écoutez, moi, en tout cas, je vais continuer ma lecture, je vais vous donner, je pense, une impression un petit peu plus globale dès que j'aurai continué la lecture de cette saga. Je pense que ce sera bientôt. Allez, on va continuer avec une lecture très distrayante, La bibliothèque perdue de l'alchimiste de Marcello Simoni, que j'ai toujours lu dans le cadre de cette catégorie. Ici, on va passer à de l'historique, puisqu'on est en plein Moyen-Âge, et dans de l'occulte, puisqu'on va parler d'alchimie, et encore une fois de bibliothèque.
Ignace de Tolède et son fils Huberto ont été appelés à la cour parce que la reine Blanche de Castille a été enlevée par le comte de Nigredo. Et en fait, ce comte-là, il est assez dangereux et on ne sait pas réellement où est situé son château. Et du coup, ce marchand avec son fils vont être donc appelés pour partir à la recherche de la reine. Mais pourquoi un marchand de reliques est-il appelé pour faire cela? Tout simplement parce qu'il a de très solides connaissances en alchimie et qu'apparemment on veut mettre la main aussi sur un manuscrit qui serait caché dans le château du comte Nigredo. Donc en réalité on est dans une quête, dans un roman d'aventure qui se passe au Moyen-Âge, avec le poids de la religion, avec pas mal de dangers, pas mal d'aventures sur la route, il y a des scènes de bataille, notamment à la fin. Donc vous allez vraiment passer un moment agréable avec ce roman, je pense. Moi j'ai appris quelques petites choses sur l'alchimie, j'ai trouvé ça plutôt sympa, plutôt distrayant. Je pense pas que j'irai la saga en entier, mais si un jour je tombe dessus, pourquoi pas en fait, hein, ça peut me plaire. Donc je vous conseille quand même la lecture de ce roman si vous voulez vous plonger dans le Moyen-Âge et tous ses dangers, avec Ignace de Tolède. Et on va terminer ce point lecture avec la catégorie Yule, où il fallait lire un roman qui parle de mythologie, de légende, de divinité, avec Preston and Child, Tekumtambo, qui est la cinquième et la dernière aventure de Gideon Crew. Donc on n'est pas avec l'inspecteur Pendergast, hein, on est vraiment avec Gideon Crew. C'est du thriller ésotérique, on peut le dire. Et Preston and Child, c'est un duo d'écrivains, donc qui sont très très prolifiques, qui écrivent vraiment des best-sellers connus à travers le monde, très facile à lire. Si vous aimez l'occulte, ça peut vraiment vous plaire, ou même les romans qui parlent un peu d'aventure. Et c'est le cas ici avec ce Tekumtambo, c'est un peu le piège. En fait, je m'attendais plus à un thriller, et en réalité, on est quand même dans quelque chose d'un peu plus aventureux, on va dire. Alors, je m'explique tout de suite. Dans cette cinquième et cette dernière enquête, on va dire, de Gideon Crew, son aventure, ce monsieur qui travaille pour l'EES, donc Effective Engineering Solutions, une entreprise privée, il apprend qu'il lui reste plus que 2 mois à vivre, et il se savait malade, mais là il sait qu'il lui reste vraiment plus que 2 mois à vivre, et le même jour il est viré en fait de son bureau. Il doit déguerpir avant 17h, donc bon, super sympa le patron. Et en fait, il n'en démord pas parce qu'il vient de découvrir qu'un ordinateur qui était dans les locaux a travaillé pendant 5 ans sur le disque de Phaistos en essayant de décrypter un petit peu les symboles qu'on trouve sur ce fameux disque qui a été retrouvé en Crète je crois en 1908, et qui serait en réalité une prière. D'après Preston and Child, le disque de Phaistos, c'est tout simplement une carte, hein, un peu à la Google Maps, sur lequel on va indiquer un emplacement qui se situe en Égypte. Donc j'étais un peu déçue qu'on soit pas un peu plus longtemps avec le décryptage du disque de Phaistos, mais Gideon Crew, comme vous pouvez vous en douter, avec son ami archéologue, il part directement en Égypte pour découvrir un petit peu ce que recèle ce disque de Phaistos et pourquoi il indique ce lieu. Bon, à sa place, j'aurais fait exactement la même chose. Sauf que c'est pas aisé d'aller dans l'une des zones les plus arides, les plus hostiles, les plus dangereuses et les plus inexplorées, et les plus protégées aussi de la planète, quand on est, un simple... enfin, je sais même pas son métier en fait. Quand on ne connaît pas les lieux, donc ils vont prendre un guide et ils vont se faire accompagner, en tout cas dans le désert, pour essayer de partir à la recherche de ce lieu incroyable. Et en fait, là, le roman m'a un petit peu surprise parce qu'on part sur quelque chose de vraiment aventure, quoi. C'est-à-dire que là où les auteurs auraient pu vraiment nous laisser décrypter, rechercher un petit peu plus, ce roman met vraiment l'accent sur le voyage que vont effectuer les deux amis sur les lieux en fait indiqués par le disque de Phaistos, qui se trouve quelque part en Égypte, donc à la frontière du Soudan, où ils s'attendent en tout cas à voir des pyramides et tomber peut-être sur les mystères de l'humanité. Alors, ces fameux mystères de l'humanité, autant vous dire, ils tombent un petit peu comme un cheveu sur la soupe à la fin. C'est un peu dommage.
J'aurais bien aimé avoir un petit peu plus d'explications. Voilà, ici Preston and Child se focus vraiment sur les aventures en fait des deux protagonistes. Je peux pas vous dire où ils atterrissent, même si c'est super intéressant. Il y a un petit côté thriller effectivement, parce que si je vous le dis, bah, je vais vous spoiler. Il est déjà pas très long, donc voilà, je vous laisserai bien découvrir. Mais si vous aimez l'ésotérique, les romans d'aventure et que vous connaissez peut-être déjà des enquêtes hein, de Gideon Crew, bah écoutez, lancez-vous dans Thé comme Tombeau parce que ça a été plutôt une bonne lecture. J'ai vu qu'il avait reçu des avis assez mitigés, alors peut-être effectivement à cause de cette structure du roman, un peu étrange, et puis ce final qui est un peu, un peu, un peu rapide à la fin. Mais en tout cas, voilà, je vous invite à découvrir Preston and Child si vous ne connaissez pas encore leur plume. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je pense que je relirai des romans de ces auteurs. Il faudrait que je me prenne les nombreuses lectures avec l'inspecteur Prendergast depuis le début, et alors, je crois qu'il y a une tonne de romans qu'ils ont fait à ce sujet, donc je ne sais pas si j'y arriverai. En tout cas, lisez-le, c'est pas mal, c'est rigolo. Si vous tombez dessus, voilà, c'est un poche. N'hésitez pas. Moi, j'ai passé un bon moment avec ce roman. Alors, si je peux vous en conseiller un sur tout ce point lecture, sincèrement, si vous êtes un bon lecteur, que les gros pavés ne vous font pas peur, bah écoutez, je vous conseille Confiteor hein, de Raume Cabré, je sais même pas si je prononce bien. C'est vraiment une magnifique saga, une magnifique épopée. Et puis si vous voulez de la lecture un peu plus légère, bah, je peux vous conseiller Deborah Harkness, hein, qui a plutôt été une bonne lecture aussi pour moi. Donc voilà. En tout cas, moi je vous abandonne sur ce. Je vous retrouve dans un prochain point lecture qui sera probablement un point lecture non lié au Cold Winter Challenge, mais un point lecture complètement différent. Et oui, je vais enchaîner les points lecture. Et puis j'espère que pour vous ça se passe bien aussi, que vos lectures se passent bien, que vous lisez des choses intéressantes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisez d'ailleurs. Et moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À toutes!